Bonjour, bonjour, bienvenue dans la formation SOS commentaires composés. Pourquoi SOS commentaires composés? Tout simplement parce que je vais vous proposer dans cette formation d'enfin comprendre ce qu'est un commentaire composé, de savoir faire un commentaire composé et surtout de réussir votre commentaire composé. Donc nous entrons dans le vif du sujet tout de suite. Au départ, la première chose qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'un commentaire composé? Alors je vais d'abord vous lire les recommandations du gouvernement. Donc le commentaire porte sur un texte littéraire en lien avec un des objets d'étude du programme de la classe de première. Le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa lecture et justifie par des analyses précises son interprétation et ses jugements personnels. Pour les séries technologiques, le sujet est formulé de manière à guider le candidat dans son travail. C'est-à-dire que pour les séries technologiques, on vous donne les axes de lecture. Que dois-je retenir sur cette citation? Première des choses importantes, le commentaire composé est en lien avec un des objets d'étude. Donc cela signifie que vous ne serez pas perdu puisque le texte que vous allez avoir va rentrer dans le cadre d'un des objets d'étude, à savoir il va appartenir soit au roman, soit au théâtre, soit à la poésie, soit à la littérature d'idées que vous avez déjà travaillé pendant l'année. Mais vous n'aurez pas travaillé le texte par contre. Deuxième chose importante à retenir, le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée. De manière organisée, cela signifie que votre devoir doit être argumenté. Il s'agit d'une réflexion et organisée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ordre, une démonstration. Donc, qui va expliquer le texte. Alors, comment vous allez expliquer le texte? À partir de la fameuse problématique. Alors, qu'est-ce que la problématique? En fait, c'est une question sur l'intérêt du texte. Vous allez vous demander quel est le but de l'auteur dans le texte. Et il va y avoir des hypothèses de lecture, les fameux axes de lecture, qui vont être tout simplement la réponse à votre problématique de départ. Donc, quel est le but de cet exercice? En fait, il faut que vous mêliez le fond, c'est-à-dire l'énoncé, le sens du texte, avec la forme. Qu'est-ce que la forme? En fait, il s'agit de tous les procédés d'énonciation, que je vais vous détailler, ne vous inquiétez pas, mais aussi les procédés littéraires, que je vais aussi vous expliquer. Donc, le but va être de montrer que le style de l'auteur et les procédés littéraires qu'il utilise sont au service du sens du texte. Donc, il va toujours falloir lier le sens et la forme. Voilà pour la définition du commentaire composé. Alors, nous allons regarder ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que vous sachiez exactement comment vous y prendre. Donc, la première des choses à éviter absolument, c'est de suivre le plan du texte. Sinon, vous allez faire une explication linéaire. Or, ça n'est pas le sujet de l'écrit, c'est à l'oral qu'on vous demandera une explication linéaire. Deuxième des choses qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se contenter de reformuler, de traduire le texte, parce que sinon c'est de la paraphrase. D'autant plus que vous ne direz jamais mieux le texte que l'auteur. Troisième des choses à absolument éviter, c'est de présenter un relevé exhaustif, c'est-à-dire détaillé, extrêmement détaillé, de tous les indices du texte sans qu'il y ait un lien entre eux. En fait, vous allez faire une sorte de catalogue de figures de style et autres procédés. Donc, vous allez montrer que vous êtes très fort pour les repérer, mais ce n'est pas une explication. En fait, ce sera juste un relevé de ce que vous avez appris. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Dernière chose à éviter absolument, c'est de proposer des hypothèses de lecture, mais que vous ne justifiez absolument pas. Parce que ce qu'on vous demande, c'est une argumentation. Or, si vous ne justifiez pas, vous n'argumentez pas. Et en plus, vous risquez le contresens, puisque rien ne va venir prouver vos hypothèses. Donc vous voyez bien qu'un commentaire, ça ne s'improvise pas, que vous ne pouvez pas vous lancer dans une explication de texte sans un travail préliminaire au brouillon. Et cela, même si vous êtes très fort en français. Donc il s'agit d'un exercice qui repose sur des règles très précises, mais ce qui peut vous paraître au premier abord comme un obstacle quasiment insurmontable, en fait, ça peut devenir un véritable atout. Parce que, comme tout est question de méthode, il suffit de connaître la méthode, de respecter le mode d'emploi,
et de suivre les étapes nécessaires pour booster votre note et réussir le commentaire. Donc dans cette formation, je vais vous expliquer et vous détailler chacune de ces étapes. En même temps, je vous ferai des rappels de cours essentiels pour réussir votre commentaire. Et je vais adopter le plan suivant. Donc dans un premier temps, je vais m'intéresser à la découverte du texte jusqu'au plan général de votre commentaire. C'est-à-dire que je vais me mettre en situation, vous avez votre texte, vous le découvrez. Que faut-il faire? Et nous allons aller jusqu'au moment où vous allez trouver vos axes de lecture, vos grands axes, et donc le plan général du texte. Et là, je vous expliquerai donc comment trouver une problématique, comment trouver des axes de lecture qui répondent parfaitement à cette problématique, et je vous dirai comment les placer, dans quel ordre les traiter. Ensuite, nous nous intéresserons au plan détaillé. Je vous apprendrai comment faire un plan vraiment détaillé. Dans un troisième temps, je vous donnerai des conseils pour bien rédiger un commentaire à la fois organisé, clair et agréable à lire. Ensuite, je vous dirai comment vous entraîner efficacement et vous améliorer rapidement, car le temps vous est compté, vous le savez. Et dernière partie, alors j'ai essayé de faire une sorte de FAQ où il y a vos questions les plus fréquentes. Donc nous allons passer à la première partie intitulée « De la découverte du texte au plan général de votre commentaire ». C'est-à-dire que je vais partir du moment où vous avez votre feuille et vous ne savez rien du texte. Je me mets à votre place. Donc la première des choses à étudier, c'est ce qu'on appelle le paratexte. Alors le paratexte, c'est l'ensemble des informations qui entourent le texte. Regardez la construction du mot. Para, ça veut dire autour, autour du texte. Donc ce sont tous les éléments qu'on vous a mis à côté du texte et qui vont vous permettre de savoir à quel type de texte vous avez affaire, à en trouver les enjeux, c'est-à-dire l'objectif de l'auteur dans le texte. Alors, je vais regarder quelles sont les différentes indications que me donne le paratexte. Donc, la première des choses, est-ce que cet extrait a un titre? Pourquoi? Parce que le titre me permettra de dégager soit l'idée générale du texte, soit son thème. Par exemple, si vous avez un début de chapitre de Candide de Voltaire, il y a un titre pour le chapitre. Donc, cela vous donnera une indication générale sur l'idée et le thème du texte. La deuxième des choses qu'on vous donne tout le temps, c'est le chapeau. Qu'est-ce que le chapeau? En fait, ce sont les petites lignes d'introduction que vous avez généralement en haut du texte, en italique, et qui vont vous permettre de situer l'extrait par rapport à l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va vous dire ce qui s'est passé avant pour que vous puissiez situer le passage, pour que vous puissiez le comprendre. Alors, si vous avez un incipit de roman, par exemple un début de roman, vous allez vous demander si ce début est in media res. Joli mot qui fait bien dans une copie, latin de surcroît, et qui veut dire au cœur de la chose. C'est-à-dire que vous allez vous demander si ce début commence au cœur de l'action ou pas. Et cela va vous permettre de vous demander pourquoi l'auteur a fait le choix soit de mettre le personnage directement au cœur de l'action ou au contraire de présenter les choses petit à petit. De la même manière, si vous avez une scène d'exposition de théâtre, vous allez vous demander comment le dramaturge, l'auteur de théâtre, présente au spectateur les éléments indispensables à la compréhension de la pièce. Donc vous voyez que déjà vous avez des questions qui vous viennent et qui vont vous permettre de mieux analyser le texte. Donc les lignes d'introduction, j'insiste, elles contiennent les éléments indispensables à la compréhension du texte et souvent elles ont déjà des pistes de lecture. Alors faites attention, vous ne devez en aucun cas les mentionner dans votre commentaire. Mais pour vous, c'est une mine précieuse d'informations pour comprendre et analyser le texte. Cela va vous permettre d'orienter votre lecture pour éviter les contresens, mais aussi d'émettre d'ores et déjà des hypothèses de lecture. Autre élément important, bien sûr, le nom de l'auteur. Alors, vous pouvez le connaître sa biographie, par exemple, vous pouvez connaître un fait marquant, savoir s'il appartient à un courant littéraire, s'il a été engagé dans son siècle. Et ça vous permettra d'appréhender plus rapidement le texte.
Alors, si vous ne savez rien de l'auteur, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ce qui compte avant tout, c'est quand même le texte. Ensuite, vous avez le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, il peut se présenter sous la forme d'un mot, d'une expression ou d'une phrase. Et il va fournir des indications sur le thème, le sujet, les personnages principaux, et sur la forme, le genre et les procédés d'écriture. Par exemple, si vous prenez La Princesse de Clèves, le titre de l'œuvre met en lumière le personnage principal qui est la princesse de Clèves, tout simplement. Mais c'est une remarque intéressante puisque vous savez que vous allez devoir vous cibler sur ce personnage, qu'il est capital dans l'œuvre. Et donc je vous ai dit que cela vous permettait aussi de déterminer le genre de l'œuvre. Alors le genre, c'est un élément très très important qui va vous permettre d'orienter votre lecture et d'affiner votre étude. C'est-à-dire que selon le genre, vous allez savoir ce que vous devez étudier à tout prix. Donc s'il s'agit d'une poésie, vous allez devoir étudier la versification, c'est-à-dire la forme du poème. Est-ce que c'est un poème en prose ou est-ce que c'est un sonnet par exemple? Vous allez devoir étudier les rimes. Est-ce qu'elles sont plates? Est-ce qu'elles sont croisées? Est-ce qu'elles sont embrassées? Est-ce qu'elles sont pauvres, suffisantes, riches? Et les rythmes. Bref, vous allez devoir étudier tout ce qu'on vous a appris sur les règles de la versification. Là, je vous renvoie à votre cours sur la poésie. S'il s'agit d'un texte argumentatif, c'est-à-dire d'un texte qui appartient à la littérature d'idées, vous allez forcément devoir chercher la thèse de l'auteur, c'est-à-dire l'idée qu'il défend. Et vous allez aussi chercher quels sont les arguments, le type d'arguments que l'auteur a choisi d'utiliser. Et vous allez vous demander si c'est un raisonnement logique, s'il fait appel à des arguments d'autorité, c'est-à-dire qu'il va citer de grands auteurs, de grands philosophes, de grands sages pour appuyer sa thèse en disant « puisque lui le dit, c'est que c'est forcément vrai ». Est-ce qu'il va au contraire utiliser ce qu'on appelle des arguments ad hominem, qui veut dire contre l'homme, c'est-à-dire que pour dénoncer une thèse, on ne va pas s'attaquer à la thèse elle-même, mais à l'auteur. C'est-à-dire, plutôt que de dire « cette thèse est absurde », on va dire « cette thèse est absurde parce qu'elle vient d'un homme qui est stupide ». Donc vous voyez, on s'attaque à l'homme, mais on ne justifie pas la thèse elle-même. Tout ça, il va falloir que vous le regardiez. Il va également falloir que vous regardiez les exemples qu'il utilise, les procédés littéraires auxquels il fait appel, que nous verrons tout à l'heure, et dans tous les cas, vous pourrez vous demander si l'auteur cherche plutôt à convaincre. Alors convaincre, c'est faire appel à la raison du lecteur. Ou alors à persuader, c'est-à-dire il fait plutôt jouer le côté émotion du lecteur. Donc vous voyez que déjà, vous avez une question à vous poser, c'est est-ce que l'auteur cherche plutôt à convaincre ou à persuader? Si maintenant vous avez affaire à un extrait de roman, vous allez commencer par vous demander s'il s'agit d'un texte qui est plutôt descriptif, c'est-à-dire une description, plutôt narratif, est-ce que c'est plutôt un récit, ou alors si c'est un dialogue entre deux personnages. Et vous allez bien évidemment vous pencher sur les personnages, ou le personnage, tout dépend de l'extrait que vous avez, la relation qu'ils ont entre eux si ils sont plusieurs, et aussi la vision du monde, leur vision du monde qui est proposée dans le texte. Dernier cas, si vous avez un texte de théâtre, vous allez bien entendu devoir étudier les didascalies. Les didascalies, qu'est-ce que c'est? Ce sont, vous savez, toutes les petites indications de mise en scène qui vous sont données. Par exemple, Scapin faisant la grimace. Vous allez également étudier la répartition des répliques. Pourquoi? Pour savoir qui a la parole, qui a le monopole, qui mène le jeu dans le texte. Vous allez également étudier tout ce qui vous donne des indications de mise en scène à l'intérieur du texte et aussi ce que l'on apprend dans la scène sur les personnages. J'ai une remarque cependant concernant le genre. Faites attention parce que un genre, par exemple pour une fable, c'est un genre poétique. Mais elle n'est pas que un poème, c'est aussi un texte qui appartient à la littérature d'idées. C'est aussi un apologue, c'est-à-dire un récit avec une morale. Donc c'est un texte qui va chercher à argumenter quelque chose. Donc vous pouvez avoir plusieurs genres dans un seul. Donc servez-vous de tout ce que vous savez
sur le genre, mais pensez avant tout que le plus important, c'est le texte. Dernière indication précieuse que nous donne le paratexte, c'est la date de publication de l'œuvre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cela permet de replacer l'œuvre dans son contexte historique, artistique. Par exemple, vous allez voir que l'auteur est dans le contexte du romantisme. Et donc, vous allez pouvoir émettre des hypothèses de lecture en lien avec ce contexte. Faire le lien, encore une fois, avec les cours que vous avez eus dans l'année. Mais cela va aussi vous permettre d'éviter les anachronismes. Qu'est-ce qu'un anachronisme? Tout simplement, c'est quand vous placez dans une époque quelque chose qui ne va être créé, qui ne va exister qu'à une autre époque. Alors, ceci dit, dans tout ce que j'ai donné, si vous ne savez rien de l'auteur, si vous ne savez rien de l'œuvre, ne vous affolez pas. Cela ne signifie pas que vous allez échouer, puisque je vais vous donner à présent les éléments que vous pouvez étudier dans n'importe quel texte et qui vont vous permettre de faire votre commentaire composé. Donc nous passons à la partie suivante, à savoir les lectures du texte. Puisque là, nous avons étudié le paratexte, nous avons émis des hypothèses, mais nous n'avons toujours pas lu le texte. Or, maintenant, il est très important de lire le texte, de lire attentivement le texte. Alors, il faut le lire au moins 2 ou 3 fois. Si c'est 4, ce n'est pas grave, il faut avant tout comprendre le texte. Donc, vous le lisez et en même temps, vous notez tout ce qui vous passe par la tête, c'est-à-dire toutes vos impressions de lecture. Et vous allez aussi vous poser différentes questions tout en lisant le texte. Donc la première des questions, c'est quel est le thème du texte? Est-ce qu'il correspond au thème que vous laissez penser le paratexte? Deuxième question, donc, quel est son genre littéraire et son type? Vous allez confirmer les impressions du paratexte. Troisième question, c'est quelle est la tonalité du texte ou le registre littéraire? Alors là, je vais vous faire un rappel de cours sur la tonalité ou le registre littéraire parce que cela me paraît vraiment important. Alors la tonalité, ça correspond à l'effet que cherche à produire le texte sur le lecteur. Est-ce qu'il cherche à faire naître une émotion, une réflexion? Donc il y a différents types de tonalités. Alors le premier type de tonalité, ce sont les tonalités qui cherchent à susciter une émotion. Donc là, on a 3 sortes de registres, sachant que registre et tonalité, c'est la même chose. Donc premier registre qui cherche à susciter une émotion, ce qu'on appelle le registre lyrique. Deuxième type, le registre pathétique. Troisième type, le registre tragique. Qu'est-ce que le registre lyrique? Alors c'est quand vous avez l'expression souvent exaltée, c'est-à-dire très exagérée, d'émotions, de sentiments intimes qui sont communs à tous les hommes. La tristesse, la nostalgie. Et il y a une forte implication du locuteur. Il va dire très souvent « je ». Le registre lyrique est spécifique de la poésie. On peut le trouver dans votre texte, mais en général, en poésie, vous avez du lyrisme. Ensuite, on a ce qu'on appelle le registre pathétique, c'est-à-dire le registre qui fait appel au pathos. Qu'est-ce que le pathos? Ce sont les émotions, la pitié. En fait, le locuteur va chercher à apitoyer le lecteur, à faire naître sa pitié, sa compassion. Et donc, dans ce genre de texte, vous allez avoir certainement une forte implication du lecteur. Troisième type de registre qui cherche à susciter une émotion, le registre tragique. Alors, dans tragique, vous reconnaissez forcément tragédie, et vous allez voir que le registre tragique comporte tous les critères de la tragédie, à savoir faire partager au lecteur la terreur devant une situation sans issue. C'est-à-dire que le personnage est tiraillé entre 2 solutions, mais les 2 sont mauvaises. C'est ce qu'on appelle un dilemme. Attention à l'orthographe de dilemme, ça ne s'écrit pas M-N, mais avec 2 M. Petite parenthèse. Donc, le personnage est face à une situation funeste, c'est-à-dire une situation qui va forcément mal finir, voire le conduire à la mort. Il y a aussi une force écrasante qui l'empêche d'avancer, qui justement le précipite dans ce destin funeste. Donc ça peut être le destin,
ça peut être le pouvoir, ça peut être les dieux. Et dernière caractéristique des personnages du registre tragique, ce sont des personnages qui suscitent l'admiration du lecteur, parce que ce sont des personnages, par exemple, entiers, qui vont aller au bout de leurs idées. Voilà pour les registres qui cherchent à susciter une émotion. Il y a un autre type de tonalité, c'est celle qui cherche à faire provoquer le rire. Alors, vous avez le registre comique, le registre satirique et le registre ironique. Le registre comique, là encore, vous reconnaissez le mot comédie dans comique. Donc, le registre comique, il cherche à amuser, à divertir le lecteur. Théâtre. Et donc, vous aurez certainement du comique de situation, c'est-à-dire une situation qui porte à rire, de gestes, de langage, et vous pouvez même tomber dans l'absurde. C'est tout ce qui va susciter le rire. Alors, c'est pas un rire aux éclats non plus, mais en tout cas qui cherche à vous faire sourire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le registre satirique, c'est-à-dire qu'on va se moquer, on va susciter le rire, mais c'est pour se moquer, pour ridiculiser un personnage ou une caractéristique de ce personnage, en tout cas pour dénoncer quelque chose. Dernier registre pour provoquer le rire, le registre ironique. Alors, l'ironie, vous savez, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Donc il y a forcément du second degré. On veut faire sourire le lecteur, on veut établir une certaine complicité avec le lecteur, puisque le lecteur comprend le second degré. On peut même parler de connivence. Connivence, ça veut dire... la connivence, c'est la complicité, excusez-moi. Et donc, on va trouver dans ce texte des antiphrases. Des antiphrases, c'est-à-dire que l'auteur va dire le contraire de ce qu'il pense. Troisième type de registre, un registre qui cherche à faire réfléchir. Là, vous en avez trois également, le registre didactique, le registre polémique et enfin le registre oratoire. Le registre didactique. Alors vous savez par exemple ce qu'est un autodidacte. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui a tout appris tout seul. Eh bien, didactique, vous reconnaissez le mot didacte, c'est un registre qui cherche à instruire de manière neutre. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc il n'y aura pas d'implication du locuteur, il y aura souvent des arguments qui seront basés sur la raison, donc des arguments rationnels, et des vérités générales. Ensuite, on a le registre polémique. Alors, polémique, ça vient du grec polémos, qui veut dire la guerre. Donc, vous comprenez bien que dans un registre polémique, on va avoir de la colère, de l'indignation pour dénoncer quelque chose, une idée, des mœurs, et on va même aller jusqu'à une forme d'attaque. Dernier type de registre pour faire réfléchir, le registre oratoire. Oratoire, donc cela veut dire que c'est de l'ordre du discours. Donc on va essayer de persuader un public lors d'une prise de parole. On va essayer d'entraîner son adhésion, de l'impliquer fortement. Et donc il va y avoir des apostrophes, on va lui parler directement, et il va y avoir des questions oratoires. Pour ceux qui l'ont oublié, une question oratoire, c'est une question qui en fait n'en est pas une. Si je vous dis, n'est-ce pas que ce cours est hyper intéressant, en fait, j'attends que vous me répondiez oui. Vous n'avez pas le choix par rapport à la façon dont j'ai posé ma question. Donc c'est ce qu'on appelle une question oratoire. C'est une affirmation qui est déguisée sous forme de question. Donc voilà les différents types de registres que je souhaitais évoquer avec vous. Il en existe d'autres, mais j'ai voulu simplifier pour que ce soit bien clair. Faites attention parce que un même texte peut avoir un registre dominant. Par exemple, il peut être polémique, mais il peut faire appel à plusieurs autres registres. Par exemple, il pourra être aussi oratoire. Et il pourra également être par moments pathétique. Donc, étudiez bien le texte et les différentes tonalités qui se trouvent à l'intérieur. La dernière question à vous poser lors de vos lectures, c'est, et c'est la plus importante, quel est le but de l'auteur dans ce texte? Quel est l'intérêt de ce texte? Et vous pouvez même vous demander pourquoi on vous a donné ce texte à étudier. Parce que si vous comprenez pourquoi on vous a donné ce texte et pas un autre, vous comprenez ce qu'on attend de vous. Vous comprenez la démonstration qu'on attend de vous. Une fois que vous avez bien lu le texte, que vous avez réussi à répondre à ces questions et à déterminer les registres,
vous allez normalement avoir suffisamment d'impressions de lecture pour déterminer les axes de lecture et peut-être même la problématique. Alors là, il est nécessaire que l'on revoie exactement ce qu'est une problématique et ce que sont des axes de lecture. Donc, qu'est-ce que la problématique? En fait, c'est une question qui va mettre en valeur l'intérêt du texte, le but de l'auteur dans le texte. Et elle est très importante parce que c'est le fil directeur de votre commentaire. C'est-à-dire que pendant tout votre devoir, cela va vous guider jusqu'à la fin. Et vous ne devrez jamais la perdre de vue. Ne partez pas d'une problématique et puis tout d'un coup, vous en changez, vous l'oubliez. Ça ne marchera pas. Donc c'est la question à laquelle votre développement et vos axes de lecture doivent répondre. Donc là, vous allez me dire, alors c'est très bien, je vais utiliser comme problématique, quel est l'intérêt de ce texte à tous les coups. Malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça, parce que quel est l'intérêt de ce texte, c'est une question qui est beaucoup trop vague, et votre problématique doit être spécifique, elle doit être adaptée à chaque texte. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une bonne problématique? Alors, la première des choses, elle ne doit jamais commencer par « est-ce que » ni « pourquoi ». Pourquoi? Tout simplement parce que si votre problématique a une réponse évidente, vous n'allez pas avoir de matière pour faire votre devoir. Vous n'allez pas pouvoir faire une réflexion argumentée. Quand on pose une question avec « est-ce que », on attend une réponse par oui ou par non. Donc, il n'y a pas de réflexion organisée. D'autre part, votre problématique, elle ne doit pas non plus être trop ciblée, trop précise sur un point, parce qu'elle doit vous permettre d'étudier plusieurs enjeux du texte, mais aussi, je vous le rappelle, le fond et la forme. Je prends donc un exemple. Si vous avez déterminé une problématique qui est « qu'apprend-on sur Victor Hugo dans ce poème ?» Alors ce sera une mauvaise problématique puisqu'elle ne va s'intéresser qu'à l'aspect biographique du texte. Par exemple, si c'est un texte où Victor Hugo parle de la mort de sa fille Léopoldine, cela va limiter votre explication à un élément biographique, alors qu'il y a bien d'autres éléments dans ce texte. Même chose, si vous avez une problématique du style « en quoi ce poème est-il un poème d'amour ?» C'est également une mauvaise problématique, tout simplement parce qu'elle limite l'étude du texte à son thème. C'est-à-dire que ça ne va pas suffire, on vous demande plus que cela. Alors, comment faire pour trouver une bonne problématique? Alors, le premier indice, vous devez savoir qu'elle doit commencer par dans quelle mesure, en quoi ou comment, pour que la réponse ne soit pas évidente. Mais ce n'est pas le seul critère qui vous permet de déterminer votre problématique. Si vous regardez le mot problématique lui-même, vous reconnaissez à l'intérieur le terme problème. Donc, qui dit problématique dit problème. Donc, votre problématique, elle doit contenir deux termes qui vont s'opposer, en tout cas qui vont être en conflit l'un l'autre, qui vont permettre de discuter. Et, autre indice, elle doit contenir entre 2 et 4 mots-clés de vos axes. Comme ça, vous êtes sûr que la problématique et les axes vont correspondre. Je prends un exemple. Comment cette scène de déclaration d'amour montre-t-elle la force des passions, mais aussi leur danger? Donc si vous regardez là, j'ai la force des passions, j'ai un connecteur logique mais qui met en scène une opposition, les dangers. Et je vois clairement de quoi va parler mon commentaire. Deuxième exemple, dans quelle mesure ce poème est-il à la fois conforme à la tradition lyrique et original? Si je regarde cette problématique, là encore, j'ai deux termes qui s'opposent puisque j'ai conforme à la tradition lyrique, mais j'ai aussi le terme original. Donc on va avoir un devoir intéressant qui cherche vraiment à argumenter. Alors il y a un moyen de vous assurer que vous tenez la bonne problématique. Il suffit en fait de vérifier que chaque axe du plan donne une partie de la réponse à la question. Alors, voici mon exemple de tout à l'heure. Comment cette scène de déclaration d'amour montre-t-elle la force des passions, mais aussi leur danger? Et mes axes seront des protagonistes habités par la passion
Et le deuxième, des passions dangereuses, voire dévastatrices. Donc je regarde et je m'aperçois que la première partie, le premier axe des protagonistes habités par la passion correspond à la première partie de ma question. Comment cette scène montre-t-elle la force des passions? Je vais montrer que les personnages sont habités par la passion. Et ensuite, mon deuxième axe des passions dangereuses, voire dévastatrices, correspond à la deuxième partie de ma problématique, à savoir les dangers de la passion. Voilà. Ensuite, devez-vous trouver la problématique avant ou après avoir déterminé les axes de lecture? Alors ça dépend de chacun d'entre vous, mais pour moi, il me semble plus facile de trouver d'abord les axes de lecture et ensuite, il va suffire de trouver la question à laquelle vos axes répondent. Et nous poursuivons. Nous en sommes à présent à l'étude précise du texte, c'est-à-dire que vous avez fait votre étude du paratexte, vos premières lectures, vous avez de nombreuses impressions de lecture, vous avez quasiment vos axes, mais maintenant il va falloir étudier précisément le texte pour pouvoir appuyer vos axes, trouver des éléments du texte qui vont prouver votre démonstration, et ça va vous permettre aussi d'approfondir votre réflexion et vos axes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire si vos premières impressions étaient bonnes et aussi de vous apercevoir de certaines choses que vous n'aviez pas forcément vues au moment des premières lectures. À ce moment-là, vous pouvez maintenant faire le plan du texte parce que vous ne risquez plus de calquer votre commentaire composé sur le plan du texte, puisque vous savez que le plan du commentaire ne doit absolument pas suivre le plan du texte. C'est un des critères du commentaire. Alors maintenant, vous pouvez faire le plan du texte qui va vous permettre, par exemple, d'étayer une de vos idées dans une sous-partie. Par exemple, dans le cas d'un texte argumentatif, ça va vous permettre de montrer le type de raisonnement choisi. Là, c'est dans le cas de figure où vous avez compris le texte et où vous avez vos axes de lecture qui se sont déjà dessinés. Il y a un deuxième cas, qui n'est pas très grave, c'est-à-dire que vous avez lu le texte plusieurs fois, mais vous ne l'avez pas vraiment compris et vous n'avez aucune idée des axes de lecture. Ce n'est pas grave. Alors, vous allez faire l'étude méthodique du texte et vous verrez que vos axes apparaîtront au fur et à mesure. Donc, ne paniquez pas, ce ne sera pas grave. Autre chose, si vous n'avez pas compris le texte, et notamment en poésie, c'est peut-être parce que c'est un texte qui est volontairement obscur, dont le sens est un petit peu caché. Donc, vous pouvez déjà vous demander pourquoi le poète a-t-il choisi de faire un texte obscur qui ne se livre pas dès les premières lectures? Et cela va nous donner aussi une autre question, qu'est-ce que cela peut nous révéler sur sa vision de la poésie? Donc pensez toujours à vous poser des questions qui peuvent vous amener à trouver des axes intéressants, même quand vous n'avez pas compris. Alors, moi je vous propose de faire une étude méthodique selon différents éléments. D'autres professeurs proposent de faire une explication linéaire du texte, mais le problème c'est que vous me dites « mais je ne sais pas ce que je dois étudier, quels indices, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant ». Et au final, vous arrivez à une simple reformulation du texte qui va tourner à la paraphrase et non pas à l'analyse. Voilà pourquoi je vous propose de suivre des étapes précises avec des éléments précis à étudier, ce qui va vous guider et vous aider à trouver ce qu'il faut étudier dans le texte. Et donc, en troisième partie, on va étudier le texte. Je vous propose un moyen mnémotechnique pour retenir les éléments que vous devez étudier dans le texte. Clé. Alors, clé, à quoi est-ce que cela correspond? Vous étudiez d'abord les champs lexicaux. Ensuite, vous étudiez l'énonciation. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et ensuite, vous étudiez les figures de style. Donc, pour faire l'étude méthodique du texte, il vous suffit de retenir ce mot clé. Vous savez que vous allez étudier les champs lexicaux, l'énonciation et les figures de style. Nous entrons donc dans la lecture approfondie du texte selon la méthode clé. Donc, on va commencer logiquement par la recherche des champs lexicaux et l'étude du lexique. Donc, pour ce faire, il faut à tout prix que vous utilisiez des couleurs pour mettre en évidence les différents champs lexicaux. Et vous allez voir que vos axes de lecture vont se confirmer pour ceux qui avaient déjà une idée
du plan du texte, et pour les autres, vos axes lexicaux vont commencer à apparaître. Alors, une petite précision quand même, pensez à regarder si vous avez le lexique des sens qui est présent, notamment en poésie, mais aussi à étudier le lexique des formes, des couleurs et les verbes de mouvement que vous oubliez souvent et pourtant qui sont très intéressants, qui donnent de nombreuses informations. Après l'étude des champs lexicaux, vous allez passer à l'étude de l'énonciation. Qu'est-ce que l'énonciation? En fait, c'est la situation de communication. Qui parle, à qui, où, quand, comment. Par exemple, la situation d'énonciation pour l'instant T, c'est moi qui vous parle et je suis ici maintenant. Voilà. Alors, il y a quand même une petite remarque que je dois vous donner, c'est que dans un texte théâtral, il y a toujours ce qu'on appelle la double énonciation. Double, cela signifie qu'il y en a deux. Alors, il y a le personnage qui s'adresse toujours à deux destinataires, à savoir le personnage qui est aussi présent sur la scène, le ou les personnages, mais aussi le public. Il faut toujours tenir compte de cette double énonciation au théâtre. Que faut-il que vous étudiez pour déterminer la situation d'énonciation? La première des choses à étudier, ce sont les pronoms personnels. Qui parle, à qui, de qui ou de quoi. C'est très simple à étudier, c'est à la portée de tout le monde et vous allez voir que c'est précieux au niveau des informations que vous allez trouver. La présence ou l'absence d'un pronom personnel sont des indices majeurs. Je vous explique. Par exemple, si vous avez un jeu qui est omniprésent. Omniprésent, cela veut dire toujours présent, mais dans une copie, c'est toujours plus joli. Donc l'omniprésence du jeu va forcément vouloir dire que le locuteur est fortement impliqué dans son texte. Dans un poème, par exemple, pour du lyrisme. Nous l'avons vu tout à l'heure. Si, au contraire, vous remarquez que le jeu est absent et que le locuteur a choisi d'utiliser le « nous », c'est certainement que le locuteur a voulu impliquer l'auditoire à son discours pour le faire se sentir concerné. Si vous trouvez une omniprésence du « tu », c'est le lecteur. Donc cela signifie que le locuteur veut faire réagir, veut impliquer le lecteur. Si vous trouvez le pronom on, ce sera certainement que le locuteur veut donner un air de généralité à son texte. Il y a une autre utilisation fréquente du on, c'est dans un texte argumentatif le moyen qu'utilisent certains auteurs pour parler au nom de la thèse adverse. Alors, il y a les pronoms personnels, j'aurais également pu vous parler des déterminants qui peuvent parfois donner des informations intéressantes. Par exemple, quand on dit « cet homme », le démonstratif « cet » montre une volonté du locuteur. Il veut le désigner, alors soit pour le prendre en exemple, soit pour le dénoncer. Après, tout dépend du contexte du texte. Ensuite, après les pronoms, vous allez devoir étudier le temps des verbes. C'est aussi à la portée de tout le monde. Pourquoi le temps? Parce qu'il va nous donner le cadre temporel du texte. Alors là, je vais vous faire un rappel des principales valeurs des temps de l'indicatif. Parce que c'est assez facile, mais en même temps, cela va donner du relief à votre copie. Alors, je commence par le présent. Il existe 4 types de présent. Le présent de l'énonciation, le présent de vérité générale, le présent d'habitude et le présent de narration. Qu'est-ce que le présent de l'énonciation? C'est ce que j'ai l'habitude d'appeler le présent de l'ici et du maintenant, c'est-à-dire que c'est celui que j'utilise en ce moment. Alors on pourra le trouver dans un dialogue ou dans une scène de théâtre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le présent de vérité générale. Il sert à énoncer des vérités générales. Par exemple, la Terre est ronde ou 2 et 2 font 4. Donc cette utilisation du présent de vérité générale va conférer le poids de l'autorité à une argumentation, puisque c'est une vérité qui est toujours vraie. Ce que le locuteur raconte est toujours vrai. Ensuite, on a le présent d'habitude qui vous servira notamment dans le roman. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Tous les matins, je me lève
je prends mon petit déjeuner et je pars travailler. Vous voyez bien que là, j'évoque une habitude. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le présent de narration. Donc le présent qui intervient dans le récit. Et en fait, c'est l'apparition subite du présent dans un récit au passé. Par exemple, je me promenais, soudain, une voiture me fonce dessus. Donc là, vous voyez tout de suite que si le verbe foncer est mis au présent, c'est parce qu'on veut le mettre en valeur pour rendre le texte et l'action plus vivantes. Deuxième temps auquel je vais m'intéresser, il s'agit de l'imparfait. Là encore, 3 valeurs possibles. L'imparfait descriptif, l'imparfait duratif et l'imparfait d'habitude. Alors, l'imparfait descriptif, comme son nom l'indique, c'est le temps de la description au passé. C'est-à-dire que quand vous aurez une description, vous aurez de l'imparfait. Et donc, pour appuyer dans votre démonstration le fait qu'il s'agit d'une description, vous pourrez parler de l'imparfait descriptif. Ensuite, vous avez l'imparfait duratif. Comme son nom l'indique, il permet de donner une idée de la durée. Donc, il s'appliquera à une action longue par rapport à une action subite qui est au passé simple. Par exemple, il était perdu dans ses pensées quand un cri retentit. Donc vous voyez bien qu'il était perdu dans ses pensées est une action qui dure dans le temps par rapport au cri qui est ponctuel. Dernier cas, l'imparfait d'habitude, que l'on peut aussi appeler l'imparfait itératif, c'est-à-dire de répétition. Je vous donne un exemple. Tous les matins, je me levais, je prenais mon petit déjeuner et je partais travailler. Donc vous voyez que c'est la même chose que le présent d'habitude, mais dans un système au passé. Dernier temps important à étudier et à connaître, le passé simple. Donc le passé simple, c'est le temps de la narration, du récit au passé. Et c'est également le temps de l'action subite par rapport à l'imparfait duratif. Donc le passé simple sera la preuve que votre texte met en scène des actions et parfois des actions subites s'il est dans un système d'imparfait et de passé simple. Voilà pour les temps des verbes. Ensuite, vous devez étudier le lexique, mais le lexique du cadre spatial, c'est-à-dire le « ou ». Alors, il faudra que vous releviez tous les termes qui donnent des indications de lieu, mais aussi de mouvement, d'organisation de l'espace, de position du locuteur au moment où il parle. Et c'est particulièrement intéressant dans la poésie. On voit comme ça la position du poète par rapport au paysage qu'il est en train de décrire, par exemple. Et nous poursuivons notre étude de l'énonciation avec un 4e indice très important, les indices de la présence du locuteur et surtout ceux qui vont nous donner son opinion, son jugement, sa subjectivité, ce qu'il pense en fait. Donc, premier indice de cette subjectivité, les modes. Alors, vous vous souvenez, les modes indicatifs, subjonctifs, impératifs, et là, je vous ai mis également le conditionnel. Donc, les modes témoignent, encore une fois, du degré d'implication du locuteur. Qu'en est-il pour l'indicatif? L'indicatif, c'est le mode de la réalité, c'est-à-dire qu'il permet d'évoquer des faits réels, qu'ils soient présents ou passés. Mais c'est aussi le mode de la certitude, de l'affirmation. Par exemple, quand vous dites « je suis sûr qu'il sera à la hauteur », là on a de l'indicatif parce que le locuteur affirme vraiment ses propos, il est catégorique. Ensuite, vous avez le subjonctif, qui est plutôt le mode de l'éventualité, de la possibilité. Je vous ai mis un exemple. Il se peut qu'il vienne. Quand le locuteur dit « il se peut qu'il vienne », on voit bien qu'il n'en est pas certain. C'est également le mode du sentiment, de la pensée et du doute. Donc par exemple, « je crains qu'il ne soit effrayé ». Donc là, vous voyez bien qu'il y a l'expression d'un sentiment, d'un doute. « Je crains que ». Je vous ai mis un second exemple. « Je ne suis pas certain qu'il soit à la hauteur ». Si vous le comparez avec l'exemple à l'indicatif, vous voyez très clairement la différence. À l'indicatif, on avait une certitude, je suis sûr que. Alors qu'ici, je ne suis pas certain
que montre clairement que le locuteur est dans le mode de l'éventualité, qu'il n'a aucune certitude. Et donc on va avoir le subjonctif qui va apparaître. Le subjonctif permet également d'exprimer la volonté. Il faut que tu travailles. Donc que tu travailles, on voit clairement que cela montre une volonté. Ensuite, nous avons le conditionnel qui est intéressant à étudier dans les textes. Pourquoi est-il intéressant? Parce qu'il montre clairement qu'on évoque une information incertaine. Par exemple, quand un journaliste à la télévision dit « un avion se serait crashé hier soir », le fait de dire « se serait crashé » sous-entend qu'on n'en est pas certain. C'est possible, mais ce n'est absolument pas une certitude. C'est vraiment dans le domaine de l'incertain. Il va falloir le vérifier. Le conditionnel en français est aussi le mode qui permet de mettre en œuvre l'hypothèse, la condition. Si tu disparaissais, je serais perdu. Alors dans l'hypothèse et la condition, on pourrait encore approfondir, mais je vous renvoie pour cela à ma formation sur la grammaire où j'approfondis la subordonnée de condition et les différentes valeurs du conditionnel dans la subordonnée de condition, à savoir irréel du présent, irréel du passé et potentiel. Dernière utilisation du conditionnel, l'indignation. Je vous ai mis un exemple. Moi, j'aurais volé un ami. Donc là, vous avez un conditionnel qui permet clairement de mettre en évidence l'indignation du locuteur. Voilà pour les modes que vous ne pensez pas toujours à étudier et qui peuvent être très intéressants. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les modélisateurs. Alors j'ai fait exprès de vous mettre des mots qui vont faire sérieux dans vos copies, qui vont montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et en même temps, vous voyez que ces mots-là sont assez simples à comprendre. Donc, les modélisateurs, ce sont des adverbes ou des verbes qui témoignent du degré d'implication du locuteur. Par exemple, quand vous dites « je crois qu'il va pleuvoir », vous utilisez le verbe « croire ». Le verbe « croire » montre que vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous avancez. Donc vous n'êtes pas totalement impliqué dans ce que vous dites. Même chose, quand vous dites « il va probablement pleuvoir », vous n'en êtes pas certain. Donc l'adverbe « probablement » montre à quel point vous êtes impliqué dans votre parole. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les axiologiques. Qu'est-ce que les axiologiques? En fait, ce sont des adjectifs qui témoignent de l'opinion, du jugement du locuteur. Par exemple, ce gâteau est délicieux. Donc je prends l'adjectif délicieux. Cela montre que le locuteur exprime un sentiment très favorable en faveur du gâteau. Donc on a son opinion. Cela peut m'en donner un jugement valorisant ou dévalorisant. Donc là, on peut utiliser un préfixe ou un suffixe mélioratif, c'est-à-dire positif, je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi, ou péjoratif, c'est-à-dire négatif. J'ai pris des exemples avec extraordinaire et jaunâtre. Si je prends le premier, l'adjectif extraordinaire, il veut dire au-delà de l'ordinaire, au-dessus de l'ordinaire. Il est donc mélioratif, puisque c'est mieux que la normalité. Si je prends l'adjectif jaunâtre, je m'aperçois qu'il y a un suffixe, âtre. Jaunâtre par rapport à jaune. En fait, jaunâtre donne une idée de mauvais jaune, d'un jaune terne. Donc c'est un suffixe qui est péjoratif. De toute façon, en général, le suffixe âtre est toujours péjoratif. Alors, en axiologique, vous pouvez aussi avoir des verbes d'appréciation. Par exemple, aimer, détester, craindre. Vous pouvez aussi avoir des adverbes qui marquent un jugement de valeur. Quand on dit heureusement, quand on dit malencontreusement, affreusement, magnifiquement. On voit bien que là, on a vraiment l'avis de celui qui parle. Donc, on a aussi le choix de noms valorisants ou dévalorisants. J'ai pris un exemple très simple. Pour désigner un bâtiment, on peut utiliser palais, on peut utiliser maison ou on peut utiliser masure. Si je regarde un palais, ça va être un jugement
valorisant, puisque c'est quelque chose qui évoque quelque chose de magnifique. Maison, c'est assez neutre. Et une masure, cela évoque une chaumière, donc une maison qui n'est vraiment pas terrible, qui ne donne pas vraiment envie. Donc ce sera dévalorisant. J'ai une petite remarque ici justement à propos des mots positifs et négatifs. Ne les utilisez pas, ce n'est pas du français. En fait, on ne dit pas un jugement positif, on dit un jugement favorable, qui est pour. Ne dites pas un jugement négatif, dites un jugement défavorable. Et au lieu de dire un terme positif, dites un terme mélioratif ou laudatif. C'est-à-dire un terme qui va louer quelque chose, qui va en célébrer la beauté par exemple. Un terme négatif, vous direz un terme dépréciatif, péjoratif ou dévalorisant. Donc retenez bien ceci, pour remonter le niveau d'une copie, c'est très très important. Dernier point à étudier pour avoir les indices de la présence du locuteur, les types de phrases, c'est-à-dire déclaratives, qui finissent par un point, exclamatives par un point d'exclamation ou interrogatives par un point d'interrogation, puisque cela va nous permettre de mieux voir les intentions du locuteur. Là encore, je vous renvoie à ma formation de grammaire où j'explique en détail les types de phrases. Et je passe donc à l'indice d'énonciation suivant. Donc, il va falloir étudier le discours rapporté. Je vous rappelle ce qu'est le discours rapporté, c'est quand on rapporte des paroles. Donc, il existe 3 types de discours rapportés. Le discours direct, indirect et indirect libre. Alors, qu'est-ce que le discours direct? En fait, on rapporte les paroles directement, c'est-à-dire telles qu'elles ont été dites. On va garder la ponctuation, le point d'interrogation, le point d'exclamation. On va garder toutes les tournures orales, par exemple les interjections, et, o, a, etc. Et surtout, on va utiliser des guillemets pour encadrer le discours, ou alors au sein d'un dialogue, des tirets. Un exemple, elle déclara « Oh, je n'ai que faire de vous ». Donc vous voyez bien la présence de mes guillemets et la présence de la ponctuation propre à l'oral, l'exclamation, et le « o » interjectif. Ensuite, on a ce qu'on appelle le discours indirect. Il va rapporter les paroles indirectement. Comment est-ce qu'il se construit? Tout simplement, on utilise une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase qui a plusieurs verbes. Là aussi, j'en parle dans ma formation de grammaire. Donc, on utilise la phrase complexe pour rapporter les paroles. Donc, la ponctuation et les tournures orales vont disparaître. De la même manière, les temps vont changer puisqu'il va falloir respecter la concordance des temps, mais aussi les pronoms. Qu'est-ce que cela donne concrètement? Donc, j'ai repris le même exemple qui va donner au discours indirect. Elle déclara qu'elle n'avait que faire de lui. Donc, si je regarde, ici, j'ai une ponctuation qui est neutre. J'ai un point. Les points d'exclamation ont disparu. Le « o » a également disparu, puisqu'il n'a pas sa place dans le discours indirect. J'ai une phrase introductive, la principale, elle déclara que. Et ensuite, il a fallu que je change non seulement les temps, mais aussi les pronoms. Donc, je suis passée du présent à l'imparfait. Le « je » est devenu « elle », puisque c'est elle qui parle, elle déclara. Et « vous » est devenu « lui ». Donc, on a changé de point de vue dans l'énonciation. Et enfin, on a le discours indirect libre. C'est le plus intéressant en littérature. Il vous pose parfois des problèmes, mais pourtant, quand on a compris, c'est assez simple. En fait, c'est un moyen terme entre le discours direct et le discours indirect. C'est-à-dire que les guillemets du discours direct disparaissent, mais on garde tout ce qui est tournure orale et ponctuation de l'oral. Donc on va garder les interjections, on va garder les exclamations, les interrogations, et on va prendre le discours indirect pour créer le discours indirect libre, sauf que on va supprimer la principale, mais on va garder les temps et les pronoms du discours indirect. Vous allez tout comprendre dans mon exemple. Donc je reprends. Au discours direct, on avait « Elle déclara « Oh, je n'ai que faire de vous ».
ce qui donnait en discours indirect, elle déclara qu'elle n'avait que faire de lui. Je vous ai dit que le discours indirect libre était un moyen terme, un mélange entre les deux. Donc je regarde, il commence par O, donc j'ai supprimé la principale. Vous voyez, elle déclara, je l'ai supprimé, ça a disparu. J'ai gardé le O, c'est-à-dire la tournure orale. Par contre, j'ai gardé la personne du discours indirect, le temps du discours indirect, encore une fois la personne du discours indirect, et j'ai mis la ponctuation du direct. Donc vous voyez bien que c'est un moyen terme entre les deux. Pourquoi j'insiste sur le discours indirect libre? Parce qu'il est particulièrement intéressant à étudier dans le roman, car il rend le texte plus vivant et en même temps il nous donne accès aux pensées directes du personnage et donc à ses opinions, à ses jugements et à sa vision du monde que je vous ai dite au départ qu'elle était très importante. J'ai une autre remarque qui est importante. Je voudrais vous faire un bref rappel sur ce qu'on appelle la focalisation. Pourquoi? Parce que la focalisation, c'est le point de vue adopté par le narrateur, c'est-à-dire par celui qui raconte une histoire. Et c'est très important à étudier dans un texte. Donc il existe 3 types de focalisation ou de point de vue. On a ce qu'on appelle la focalisation interne, la focalisation externe et la focalisation zéro ou omnisciente. Qu'est-ce que la focalisation interne? En fait, c'est le point de vue interne, intérieur à un personnage. Donc en fait, le narrateur va connaître toutes les pensées d'un personnage, il va être dans la peau d'un personnage, il va voir à travers ses yeux, mais il n'en saura pas plus. C'est-à-dire qu'il ne saura pas ce qu'il se passe ailleurs, il ne saura pas déchiffrer les pensées des autres personnages. On va rester dans le point de vue d'une personne. Ensuite, on a ce qu'on appelle la focalisation externe. C'est-à-dire que le narrateur est une sorte de drone qui voit tout, mais qui ne peut rentrer dans aucune tête, qui ne peut pas savoir les pensées des personnages. Il peut être en plusieurs endroits, il peut voir des choses différentes, mais il ne fait que voir. Et en fait, on a enfin la focalisation zéro ou omnisciente, omni, tout, sciente, savoir, donc qui sait tout. Le narrateur est une sorte de dieu qui voit tout et qui sait tout, c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans n'importe quelle pensée et il peut voir tout ce qui se passe. Voilà, ceci est très important pour comprendre un texte et surtout le point de vue adopté par le narrateur. Dernière chose à étudier dans un texte, et pas des moindres, ce sont les figures de style et leur effet. Alors c'est là que vous avez souvent un problème. En effet, vous repérez les figures de style, mais vous me dites toujours que vous avez du mal à les analyser. Vous ne comprenez pas quel est l'intérêt de la figure de style. Et donc, dans ces cas-là, vous risquez de tomber dans la paraphrase. Vous essayez de reformuler maladroitement la figure de style et vous n'arriverez jamais à dire ce que l'auteur a dit de façon habile et réfléchie. Et là, vous vous perdez dans l'étude de la forme des figures de style et vous oubliez l'intérêt par rapport au sens. Donc, pour ne plus tomber dans ces pièges, vous devez toujours garder à l'esprit le schéma suivant. Donc, vous prenez la citation exacte de la figure de style. Vous repérez ce que c'est comme figure de style, si c'est une métaphore, etc. Je vais vous faire la liste dans peu de temps. Et ensuite, vous devez toujours vous demander quel est l'effet produit dans le texte, dans la phrase. Et vous allez me dire, mais comment je fais pour trouver l'effet produit? Tout simplement, vous vous servez de la définition de la figure de style et vous cherchez ce qu'elle apporte au sens du texte. Et là, je vais rentrer dans le détail et vous donner toutes les figures de style, ou en tout cas les plus importantes, et l'effet qui est produit, parce que je sais que c'est vraiment votre problème. Je vous précise quand même que j'ai choisi de faire des exemples assez simples pour que vous compreniez bien. Si vous voulez des exemples issus d'œuvres littéraires, il suffit de vous reporter à mon Instagram où je donne plein de figures de style dans les œuvres au programme. Cette parenthèse étant refermée, je passe à mes figures de style. Premier type de figure de style, les figures d'analogie. Qu'est-ce que l'analogie? C'est la ressemblance. Donc ce sont toutes les figures qui vont évoquer une ressemblance entre deux objets ou deux réalités. Première figure de style, la plus facile, la comparaison. Par exemple, il est rouge comme une tomate. Vous voyez bien qu'on associe la couleur
à un fruit qui a cette couleur précise. Donc c'est pour que l'esprit saisisse bien sa couleur. Donc l'effet produit, il est différent selon le contexte. Par exemple, c'est pour faire comprendre quelque chose, ou alors pour exprimer un jugement, pour susciter une émotion, pour faire naître un univers. Là, il faudra le déterminer selon le contexte. Deuxième figure de style, la métaphore. C'est la même chose qu'une comparaison, à part qu'il n'y a pas l'outil de comparaison. Il n'y a pas le mot comme ou le mot tel que. C'est à votre esprit de trouver la relation entre les deux. Et l'exemple que l'on a l'habitude de donner, c'est le rideau de pluie. Sous-entendu, la pluie fait comme un rideau. Alors là, ce seront les mêmes effets que la comparaison. Ce qui est logique puisque la seule différence, c'est l'absence d'outil de comparaison. Ensuite, on a ce qu'on appelle la métaphore filée. En fait, c'est une succession de métaphores qui portent sur le même thème. L'auteur va filer sa métaphore tout au long du texte. Il va la réutiliser dans différentes expressions. Donc ça va être les mêmes effets que la métaphore, mais en plus, cela va donner une unité au texte et ça peut aller jusqu'à ce qui s'appelle l'hypotypose. L'hypotypose, c'est une figure de style qui donne un tableau vivant au sein d'un texte. Ensuite, on a la métonymie. Alors, c'est prendre le contenant pour le contenu, la partie pour le tout. Exemple très simple, vous dites « je vais boire un verre ». Mais si vous réfléchissez, vous ne buvez pas le verre, vous buvez le contenu du verre. Ou alors, dans les textes littéraires, vous avez « les adversaires croisaient le fer ». En fait, ils ne croisent pas le fer, c'est la matière des épées. À quoi sert la métonymie ? En fait, elle propose une vision qui est plus concentrée sur une caractéristique de l'énoncé. Ensuite, on a ce qu'on appelle la périphrase. Alors, péri, ça veut dire autour. Périphrase, c'est toute une expression autour. En fait, cela signifie qu'on utilise une expression à la place d'un mot précis. Par exemple, quand on dit l'astre de la nuit, en fait, on parle de la lune. L'astre du jour, on parle du soleil. Donc cela met l'accent sur une qualité particulière. Et donc cela peut aussi participer à l'ironie, à l'emphase, c'est-à-dire à l'exagération. Si je vous dis tous les jours je prends mon carrosse céleste pour aller travailler, vous voyez bien que j'en fais des tonnes pour parler de ma voiture. Donc vous voyez quel est l'effet produit dans le texte. Ensuite, on a ce qu'on appelle la personnification. Alors, la personnification, elle consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des objets ou à des végétaux. Par exemple, l'arbre pleure tandis que les feuilles se lamentent. Donc vous voyez bien que les verbes pleurer et se lamenter ne peuvent normalement être attribués qu'à des êtres humains. Or là, ils s'appliquent à l'arbre et aux feuilles. Quel est l'effet de la personnification ? Eh bien, tout simplement, c'est de rendre le texte plus vivant ou alors plus saisissant. Ensuite, on a l'allégorie. Qu'est-ce qu'une allégorie ? C'est la représentation concrète d'une idée abstraite. En clair, quand on parle de la faucheuse, on évoque la mort, vous savez, avec la faux. Et cela permet de donner au texte une dimension symbolique. Cela met en scène une idée et cela en propose une vision frappante. Vous voyez bien que la faucheuse, tout le monde a à l'esprit l'image de la mort avec cette faux qui est une image assez frappante que l'on garde en tête. Deuxième type de figure de style que vous pouvez rencontrer, ce sont les figures d'exagération ou d'atténuation. Donc, une figure d'atténuation, l'euphémisme. Que permet l'euphémisme ? Il permet d'adoucir une réalité qui est cruelle. Par exemple, quand on dit « elle a disparu »,« elle s'est éteinte », on veut en fait dire que la personne est morte. Simplement, on adoucit parce que le mot « mort » est plus violent. Ou alors, quand on dit « le troisième âge », on renvoie au vieux. Mais vous voyez bien que cela adoucit de parler du troisième âge par rapport à dire les vieux. Donc l'euphémisme,
il permet de dissimuler une réalité qui est choquante ou gênante, souvent par pudeur. Ensuite, on a la litote. Alors la litote, c'est dire le moins pour suggérer le plus. Et normalement, on vous cite le fameux « va, je note les points » de Chimène qui veut dire « je t'aime ». J'ai choisi de prendre un exemple plus simple et peut-être plus parlant. Quand on dit « il n'est pas bête », en fait, ce qu'on veut faire ressortir, c'est qu'il est intelligent. Donc, on utilise une forme un petit peu adoucie, mais en fait, c'est pour faire ressortir l'intelligence de la personne. Donc, c'est pour donner plus de poids aux paroles. Si je dis « il n'est pas bête », je sous-entends qu'il est très intelligent, en fait. Ensuite, on a l'hyperbole. Qu'est-ce qu'une hyperbole? C'est tout simplement une exagération. On en utilise beaucoup dans le langage oral. Quand vous dites « je meurs de faim », non, vous ne mourrez pas de faim, vous n'allez pas mourir, tout va bien. C'est simplement une forme d'exagération, d'emphase. Donc là, quand vous dites « je meurs de faim », c'est pour insister sur votre état, mais on peut s'en servir aussi pour se moquer. Enfin, dans les figures d'exagération, on a la gradation. La gradation utilise des termes de plus en plus forts, c'est une gradation croissante, ou de plus en plus faible, c'est une gradation décroissante. Par exemple, j'arrive, je cours, je vole. Donc vous voyez bien que là, on est en gradation croissante. Là encore, c'est une forme d'exagération, d'emphase, pour donner plus de force aux propos. Et vous voyez qu'elle est basée sur un rythme ternaire ici. J'arrive, je cours, je vole. Un rythme ternaire qui lui aussi permet de mettre en valeur le propos. Et l'on continue notre tour des figures de style avec les figures de construction. Donc ce sont les figures qui vont être plus tournées sur la construction des phrases. Première figure de style de construction, l'anaphore. Qu'est-ce que l'anaphore? C'est la répétition de même mot en tête de vers ou de phrase. Par exemple, bientôt je vais partir, bientôt je vais dormir. Donc vous voyez bien que en tête de mes deux phrases, j'ai mon bientôt, bientôt. Donc j'ai une anaphore. Que permet l'anaphore? Elle permet de créer un rythme cadencé, un effet d'écho qui permet de renforcer une impression ou alors un argument. Elle permet de persuader. Je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de François Hollande, moi président, je, qui était basé sur l'anaphore. Donc c'était vraiment pour persuader les électeurs. Ensuite, nous avons le parallélisme. Alors, qu'est-ce que le parallélisme? C'est une répétition de la même construction. Par exemple, quand je dis « le chat miaule, la fille pleure ». Si je regarde, sujet-verbe, sujet-verbe. Donc j'ai la même construction grammaticale. Pourquoi? Parce que l'auteur cherche à mettre en relief une ressemblance, une opposition, en tout cas mettre en évidence les mots du texte qui sont mis en parallèle. Là, le chat, la fille, miaule, pleure. Pour montrer ici, dans mon exemple, une sorte d'accord entre le chat et la fille. Ensuite, on a l'anacolute. Alors, ce mot barbare évoque une rupture dans la construction de la phrase. C'est-à-dire que si vous construisez mal votre phrase, on va vous dire « vous ne savez pas construire de phrase ». Chez un auteur, on dira que c'est fait exprès et que c'est une anacolute, qui est, par exemple, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en aurait été changée. Donc là, vous voyez bien que cette phrase est mal construite. Pourquoi? C'est évident, c'est pour mettre en évidence le nez de Cléopâtre. Donc, l'anacolute attire l'attention du lecteur sur un élément de la phrase. On a ensuite le chiasme. Qu'est-ce que le chiasme? C'est une construction croisée. Je vais vous montrer ça au travers d'un exemple. En haut s'amusent les dieux, les hommes pleurent en bas. Si vous regardez bien ces deux phrases, vous avez, si vous faites une petite croix, une similitude de construction. Donc le chiasme, il permet de renforcer une opposition ou d'insister sur le lien entre deux éléments. Donc là, en haut, en bas, les dieux, les hommes. Vous voyez bien le parallèle qui est fait entre les deux. Voilà pour les figures de construction. Passons maintenant aux figures
d'opposition. La première, c'est l'oxymore. Il s'agit de deux contraires dans une même expression. Et on parle d'habitude, on donne comme exemple le clair-obscur ou alors le soleil noir. Vous voyez bien que les termes sont antithétiques, sont opposés. À quoi sert l'oxymore? Eh bien, elle permet de créer soit une réalité inattendue, soit une réalité nouvelle. Donc, elle est fréquente en poésie. Par exemple, soleil noir, on ne s'attend pas à ce qu'un soleil soit noir. Un soleil peut être lumineux, un soleil jaune, mais noir. Donc, vous voyez, il y a une image qui est créée qui va faire réagir le lecteur. Ensuite, on a l'antithèse. Qu'est-ce qu'une antithèse? Eh bien, c'est l'utilisation de contraires dans une phrase ou un texte. J'ai pris un exemple. Dehors, il fait froid. Dedans, il fait chaud. Vous voyez clairement que ici, j'ai deux antithèses. Dehors, dedans, froid, chaud. Que permet l'antithèse? Tout simplement d'attirer encore une fois l'attention du lecteur sur une opposition pour en montrer le caractère conflictuel, c'est-à-dire opposé, ou paradoxal. Alors, paradoxal, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le comprendre dans mon exemple suivant. Un paradoxe, c'est une opinion contraire à l'opinion commune. Donc quand je dis le caractère paradoxal, c'est le caractère qui est inhabituel par rapport à ce qu'on croit d'habitude. Et donc je reviens à mon paradoxe, qui est une opinion contraire à l'opinion commune. Vous allez voir mon exemple. Si je vous dis « est riche celui qui n'a rien », au premier abord, vous allez vous dire « est complètement givré ». Eh bien non, je sais tout à fait ce que je veux dire. Cela sous-entend que celui qui n'a rien est riche d'autre chose que les richesses ordinaires. Il est peut-être riche de bonheur, de sagesse. Vous voyez, j'ai une opinion qui est contraire à l'opinion commune. Et cela crée la surprise chez le lecteur. Vous voyez, votre première réaction, ça a été la surprise. Et ensuite, on réfléchit au sens que cela peut apporter. Enfin, on a l'antiphrase. L'antiphrase, c'est tout simplement quand on dit le contraire de ce que l'on pense. Et c'est la figure privilégiée de l'ironie. Donc on la trouve très souvent chez Voltaire, chez les auteurs des Lumières. Et l'antiphrase, elle permet de dénoncer vivement. Donc vous l'aurez souvent dans les textes de la littérature d'idées. Ensuite, nous avons les figures dites d'harmonie imitative. C'est-à-dire des figures de style qui s'intéressent plus au son. Il y en a deux à retenir. Donc on a l'assonance, qui est la répétition d'un son vocalique, d'un son voyelle. Je vous donne l'exemple bien connu de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Donc vous voyez bien que là, on a O, on, O, O, O. Donc vous voyez bien que là, on a une répétition du son voyelle O. Et cela renforce l'impression de nostalgie de ces vers. Les sanglots longs des violons, vous voyez bien que ça renforce cette nostalgie. Donc ça renforce l'impression créée par le contenu. Vous avez la même chose pour le son consonne, mais cette fois-ci, on parlera d'allitération. J'ai pris un exemple célèbre aussi de Racine. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Donc vous voyez bien que là, le son renforce aussi l'impression créée par le contenu. Quand j'ai prononcé cette phrase, normalement, vous avez dû entendre le sifflement du serpent, avec la répétition du son consonne S. Alors, il y a un dernier procédé littéraire que je tenais à vous mettre dans ce cours, parce qu'il risque de vous être très utile au bac de français. C'est ce qu'on appelle la mise en abîme, l'effet de miroir. Qu'est-ce que la mise en abîme? C'est tout simplement le fait de placer dans une œuvre principale une autre œuvre du même type. Alors, par exemple, ça peut être quand vous regardez la télé et que vous voyez une télé dans la télé, c'est une mise en abîme. En littérature, c'est souvent au théâtre que l'on trouve ce procédé et on a ce qu'on appelle du théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire quand il y a des petites scènes qui sont jouées à l'intérieur
de la scène principale. On a aussi ceci dans le récit. Vous avez un récit général et à l'intérieur est inséré un autre petit récit. À quoi sert la mise en abîme? En fait, bon, elle peut susciter le rire, elle peut étonner, mais surtout, elle permet une réflexion sur la création littéraire, sur le genre. C'est pour ça que je tenais à vous faire voir cette figure de style, parce que très souvent, quand vous avez un extrait de théâtre ou même de roman, vous avez de la mise en abîme. Je vais à présent vous récapituler tout ça, parce que je sais que pour vous, c'était vraiment un point difficile à surmonter. Qu'est-ce que signifient les figures de style dans le texte? Donc, si vous avez une figure d'analogie, elle fait appel à l'imagination du lecteur, soit pour l'aider à mieux comprendre les propos, soit en piquant sa curiosité avec des analogies inattendues, soit en faisant naître tout un univers poétique, épique, c'est-à-dire qui est autour du héros, à partir d'images. S'il s'agit d'une figure d'amplification, c'est-à-dire d'exagération, elle cherche à attirer l'attention du lecteur sur le propos du locuteur, à exagérer pour donner plus de force à l'énoncé, soit pour persuader, soit pour se moquer. S'il s'agit d'une figure d'atténuation, souvenez-vous, l'euphémisme, ou encore la litote, elle cherche à adoucir l'énoncé par pudeur, par souci de bienséance, ou alors au contraire, à atténuer une réalité pour la rendre encore plus frappante. S'il s'agit d'une figure d'opposition, en fait, elle cherche à mettre en exergue, c'est-à-dire à souligner, deux éléments contraires ou antithétiques, c'est-à-dire contraires, pour frapper le lecteur ou pour dénoncer. S'il s'agit d'une figure de construction, elle va tendre à attirer l'attention du lecteur sur un point précis et à donner plus de force au sens. Enfin, s'il s'agit d'une figure sur les sonorités, elle cherche à créer ce qu'on appelle une harmonie imitative, c'est-à-dire à renforcer par le son l'impression que nous a donné le contenu. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir analyser les figures de style et ne plus faire de paraphrase. Vous avez donc achevé votre étude approfondie du texte et vous allez passer à la deuxième partie, comment faire le plan détaillé. Donc, vous avez fini votre étude de texte. Désormais, vous vous munissez de stabilo et vous surlignez de la même couleur tous les indices qui vous paraissent aller dans le même sens, c'est-à-dire qui se rapportent à une même idée directrice. Et là, vous allez vous apercevoir que vous obtenez 2 ou 3 grandes idées directrices. Voilà, vous avez vos axes de lecture définitifs et aussi tous les éléments nécessaires pour prouver systématiquement vos analyses. J'insiste sur le systématiquement, vous devez tout prouver. Attention, une petite remarque, vos parties doivent être équilibrées. Si par exemple, vous vous apercevez que vous avez un grand 1 très court et un grand 2 qui va être à rallonge, vous avez beaucoup de choses à dire, c'est le signe que vous avez un problème de plan dans le commentaire. Donc là, peut-être faudra-t-il que vous partagiez votre grand 2 en un grand 2 et un grand 3 pour équilibrer, puisque on vous demande d'avoir des parties relativement équilibrées. Après, ça n'est pas non plus précis, mais il faut que ça ait l'air relativement équilibré. J'ai une autre remarque à vous faire sur les indices que vous avez relevés. Un même indice peut aller démontrer une idée directrice, mais aussi peut servir à en démontrer une autre. Dans ces cas-là, vous pouvez le réutiliser si c'est vraiment intéressant. Et en revanche, si vous avez un indice que vous n'arrivez à caser nulle part, c'est-à-dire qui ne correspond à aucune de vos idées directrices, là, cela signifie soit que votre hypothèse d'interprétation ne mène nulle part, ou que c'est un contresens, donc vous ne l'utilisez pas, vous l'oubliez. Vous n'avez pas à mettre tous les indices dans votre commentaire. Seuls ceux qui font sens et qui vous permettent de démontrer vos grandes idées. Reste à savoir à présent dans quel ordre placer
vos idées directrices. Alors là, c'est toujours le même conseil. Vous allez du plus évident au moins évident. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous allez du plus simple au plus complexe. Mais encore, en fait, vous allez mettre en premier ce qui apparaît simplement au premier regard, à première lecture, et ensuite en second, ce qui est plus approfondi, ce qui demande plus de réflexion. J'ai une petite remarque quand même. Souvent, ce qui est trop évident, vous considérez que c'est évident et vous ne le mettez pas dans votre commentaire. S'il s'agit d'une description, vous me dites « c'est pas la peine de dire que c'est une description ». Si, ce sera le début de votre commentaire, comme ça vous pouvez le prouver. Donc ce qui vous paraît vraiment évident, dites-le quand même. Alors, une fois que vous avez obtenu vos grandes parties, vous allez devoir argumenter pour prouver vos hypothèses de lecture. Pour y parvenir, vous allez classer les indices d'une même idée directrice en 2 ou 3 sous-parties. C'est toujours le même principe. Et ces 2 ou 3 sous-parties vont permettre de démontrer votre grande idée directrice. Alors là, j'ai un petit conseil. Si vous avez 2 grands axes, c'est-à-dire un grand 1 et un grand 2, faites à l'intérieur 3 sous-parties. Si vous avez un grand 1, un grand 2 et un grand 3, faites plutôt 2 sous-parties. C'est pour l'équilibre. Voilà, c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Pour ce qui est de l'ordre dans les sous-parties, c'est toujours la même réflexion, la même démarche, le même fil directeur. Vous allez du plus évident au moins évident. Et pensez à bien formuler les titres de vos parties et de vos sous-parties. Pourquoi? Pour que vous sachiez exactement ce que vous allez chercher à démontrer et que vous puissiez marquer systématiquement les étapes de votre démonstration. Un petit conseil, détaillez au maximum votre plan. Comme ça, la rédaction n'en sera que beaucoup plus facile, mais aussi rigoureuse et organisée, puisque vous n'aurez qu'à suivre votre schéma de démonstration. Quand vous faites votre plan détaillé, n'oubliez pas de faire le plan de l'introduction et de la conclusion. Alors, j'y reviens dans le chapitre suivant. Et dans ce chapitre, nous allons voir comment rédiger votre commentaire. Je commence tout d'abord par quelques règles que vous devez absolument respecter. Il ne faut jamais dire « je » dans un commentaire. Il faut dire « nous ». Cela ne signifie pas pour autant que vous allez mettre « nous » au début de chaque phrase. N'en abusez pas. Par exemple, au lieu de dire « nous nous demanderons si », vous supprimez et vous remplacez par une question directe. Votre expression n'en sera que plus vivante. Deuxième remarque, pensez à employer des termes précis. Alors par exemple, si vous étudiez de la prose, vous allez parler de lignes et de paragraphes. Si vous étudiez de la poésie, vous parlerez de vers et de strophes. Donc il faut employer le mot juste pour montrer que vous savez de quoi vous parlez. Une autre remarque, les titres des œuvres, elles doivent être soulignés à la règle, pas un peu n'importe comment. Et les titres de chapitres et de poèmes sont entre guillemets. Chaque fois que vous citez le texte, vous ne devez pas oublier non seulement les guillemets, mais aussi de marquer les numéros de lignes ou de vers, systématiquement. Dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, il ne faut pas mentionner les numéros de vos parties et de vos sous-parties dans la copie. Tout doit être rédigé. Vous ne devez pas mettre grand 1, grand 2, grand 3 dans votre copie. Cela doit faire des phrases, cela doit donner des phrases qui vont guider la lecture, mais vous n'aurez pas de grand 1, grand 2, grand 3 marqués explicitement. Donc, on passe à la rédaction de l'introduction, puisque vous avez votre plan détaillé. Maintenant, vous allez devoir rédiger l'introduction. Bien sûr, l'introduction, je vous recommande de la rédiger au brouillon. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que le correcteur va lire. Donc, soit il va avoir une impression favorable et il va avoir envie de vous lire, soit d'entrée, l'expression va être relâchée, vous n'allez pas respecter les critères et le correcteur va partir avec une impression défavorable et cela va jouer contre vous durant tout le devoir. Alors, quelles sont les étapes à respecter quand vous rédigez l'introduction?
Donc elle doit comporter une phrase d'accroche. Par exemple, vous pouvez évoquer le mouvement littéraire auquel appartient l'auteur. Alors ne commencez jamais par de tout temps, ça vous oubliez. Si vous ne trouvez pas d'accroche, ne vous torturez pas, passez cette étape. Ne perdez pas de temps. Mais à mon avis, vu que vous avez des textes en lien avec les objets au programme, vous n'aurez pas de mal à trouver une accroche. Ensuite, vous allez devoir présenter l'extrait. Vous allez parler de son thème et de l'auteur. Donc n'oubliez pas de mentionner le titre de l'œuvre, d'être précis. Ensuite, vous allez annoncer votre problématique. Alors je vous rappelle encore une fois que la problématique, c'est l'originalité, la particularité du texte que vous allez démontrer. Et vous allez également annoncer votre plan pour que le correcteur puisse suivre les grandes étapes de l'argumentation. Alors, une petite remarque ici, vous pouvez formuler la problématique sous une forme de question directe ou indirecte. C'est au choix. Mais faites attention, si c'est une question indirecte, ne mettez surtout pas de point d'interrogation à la fin. Et non plus, ne posez pas plusieurs questions de manière de noyer le poisson. Il faut une seule question qui montre votre problématique. Ensuite, vous allez annoncer le plan. Alors, vous savez qu'il existe des formules traditionnelles. Dans un premier temps, nous verrons que. Dans un deuxième temps, nous interrogerons à. Pour finir, nous, etc. Alors, on vous dit de ne pas utiliser ces formules. Je pense qu'il vaut mieux utiliser ces formules qui ne sont pas très originales, mais qui ont le mérite de présenter clairement les différentes parties de votre devoir. Donc, si vous avez du mal en expression écrite, utilisez ces formules. Si vous voulez vraiment vous démarquer des autres copies, vous pouvez poser des questions indirectes ou directes. Alors, si la problématique est une question directe, présentez votre plan sous forme d'interrogation indirecte pour qu'on voit bien la différence et vice-versa. Donc, dans tous les cas, il faut vraiment que votre plan apparaisse clairement. Dernière chose à savoir sur l'introduction, elle fait entre 15 et 20 lignes à peu près, et elle se présente sous la forme d'un seul paragraphe. N'allez pas à la ligne, ne sautez pas de ligne, n'inventez pas, vous faites un seul paragraphe. Ensuite, on va passer à la rédaction du développement. Quels sont les points importants dans la rédaction du développement? La première des choses, il faut que vous guidiez la lecture en rappelant votre fil directeur grâce à ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Qu'est-ce que des connecteurs logiques? En fait, ce sont tous les mots de liaison, mais par conséquent, en effet, ainsi, etc. Et vous devez aussi faire des transitions fréquentes, c'est-à-dire des phrases qui vont relier vos remarques entre elles. Attention à vos connecteurs logiques. N'en mettez pas trop, n'en abusez pas. Ne dites pas par exemple, mais au contraire. Vous dites deux fois la même chose. Ne dites pas, voire même. C'est pareil, vous dites deux fois la même chose. Ou ne dites pas, ainsi donc. Vous dites soit ainsi, soit donc, mais pas les deux. Ça ne sert à rien, vous ne faites que répéter. Deuxième point à respecter. Il faut vraiment que vous respectiez scrupuleusement votre plan détaillé. Donc il faut que vous vérifiez souvent que vous n'êtes pas en train de vous égarer. Et ce que je vous conseille, c'est de surligner au fur et à mesure votre plan détaillé. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes. Et vous pouvez aussi relire ce que vous venez d'écrire pour être sûr de là où vous voulez en venir, pour ne pas vous perdre. J'ai un autre petit point à soulever. Faites attention à ce qui paraît être l'illumination de dernière minute. On rédige, on s'emporte et tout d'un coup on se dit oh, j'ai compris ça. Non, les révélations de dernière minute en général, il vaut mieux les éviter. Vous vous demandez comment commencer vos grandes parties. Alors, il faut à tout prix que vous fassiez une phrase d'introduction qui va annoncer l'idée directrice, l'axe de votre partie. Puis, vous allez à la ligne avec un alinéa et vous commencez votre paragraphe. À partir de là, vous vous dites comment fais-je pour rédiger un paragraphe de sous-partie. Bien, c'est très simple. Je vous ai mis un petit ordre de présentation à respecter. Donc tout d'abord,
là aussi, une phrase d'introduction qui reprend le titre de votre sous-partie. Ensuite, un argument qui prouve votre idée de départ et qui est introduit par un mot de liaison. Ensuite, l'exemple, la citation que vous avez trouvée dans le texte et qui va dans le sens de votre argument. Ensuite, votre analyse, c'est-à-dire l'explication de cet exemple, le fameux effet produit. Et enfin, une petite phrase de conclusion qui montre l'intérêt de votre sous-partie, de votre petit paragraphe. Comment faire pour passer d'une grande partie à une autre? Il faut que vous fassiez une transition, c'est-à-dire un paragraphe à la fin de votre grande partie que vous ferez à la ligne avec alinéa qui va faire le lien entre vos deux grandes parties. Donc la transition, elle se construit selon le schéma suivant. Tout d'abord, une phrase qui rappelle ce qui précède, c'est-à-dire la grande partie que vous venez d'achever, et vous reprenez exactement l'énoncé. Et ensuite, une phrase, ou deux bien sûr, qui explique pourquoi vous allez à présent passer à la deuxième partie et qui va brièvement annoncer le contenu. Alors, il y a un principe que vous devez toujours garder à l'esprit. Vous devez être le plus clair possible. Vous devez tout expliquer. Vous ne devez pas sauter des étapes du raisonnement. Vous expliquez le texte à quelqu'un. Il n'est pas professeur, il ne va pas deviner, il n'est pas dans votre cerveau. Donc, il faut que vous soyez vraiment clair. Le correcteur n'est pas là pour deviner ce que vous avez voulu dire. Alors, dernière chose que vous devez toujours garder à l'esprit, vous ne devez pas reformuler le texte, vous devez l'analyser. Pour éviter de tomber justement dans la paraphrase, n'utilisez pas des phrases du type « l'auteur dit que », « le texte parle de ». Cela vous évitera de reformuler ce qui est déjà très bien écrit. Voilà pour la rédaction du développement. Nous passons donc à la rédaction de la conclusion. Donc, elle comporte deux étapes. Première étape, vous devez rappeler le contenu de votre devoir. Donc, vous allez rappeler la problématique de départ et vous allez donner la réponse à cette problématique en reprenant les idées directrices de votre commentaire, tout simplement. Et ensuite, il y a une deuxième étape que l'on appelle l'ouverture. C'est-à-dire, par exemple, que vous allez comparer ce texte avec un autre que vous connaissez et qui présente un point commun avec le texte qu'on vous a demandé d'étudier. Par exemple, un thème commun, mais un traitement totalement différent. Vous pouvez aussi faire une comparaison avec une œuvre artistique en lien avec le texte. Si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave, ne vous torturez pas. Il vaut mieux ne pas avoir du tout d'ouverture que d'avoir une ouverture tirée par les cheveux, bancale, qui ne veut rien dire et qui va laisser encore une fois une mauvaise impression au correcteur. La conclusion, comme l'introduction, elle comprend 15 à 20 lignes et elle se présente elle aussi sous la forme d'un seul paragraphe. Vous n'allez pas à la ligne entre les différentes étapes. Voilà pour la rédaction de votre devoir. Quelques conseils, donc vous devez soigner la présentation. Alors, votre devoir, il devra faire entre une copie double et 2 copies doubles, à peu près. Pour soigner la présentation, il y a quelques petits conseils à respecter. Donc, entre l'introduction et le développement, vous devez sauter 2 lignes. Même chose entre le développement et la conclusion. Vous sautez 2 lignes. Entre vos grandes parties, votre grand 1, votre grand 2 et peut-être votre grand 3, vous sautez 1 ligne. Et à l'intérieur de vos parties, par exemple de votre grand 1, vous ne sautez pas de ligne pour les sous-parties, mais vous faites un alinéa à chaque fois que vous commencez une sous-partie. Cela permettra de mieux suivre votre plan. Autre conseil, bien sûr, pensez à limiter les fautes d'orthographe. Alors, comment les limiter? Surtout, ne faites pas de fautes aux mots littéraires et aux citations, parce que cela prouverait que vous n'avez pas assez écrit ces mots-là, donc faites vraiment attention. Et un autre petit conseil, pensez à accorder correctement les adjectifs et les verbes, à mettre des pluriels, à éviter ce genre de fautes.
Je ne vous demande pas d'être expert en orthographe, mais en tout cas de limiter. Dernière chose, je vais vous demander de relire votre copie et de garder 10 à 15 minutes pour le faire. Je sais que vous détestez ça, mais cela vous permettra non seulement d'enlever quelques petites fautes d'étourderie d'orthographe, de voir aussi si vos phrases sont toutes bien construites et de voir si vous avez des connecteurs logiques qui sont cohérents, que vous pouvez changer à la dernière minute. Donc, s'il vous plaît, relisez votre copie, elle n'en sera que meilleure. Enfin, je vais vous expliquer comment vous entraîner efficacement et vous améliorer rapidement. Parce que le temps vous est compté, mais vous avez encore le temps de vous entraîner. Alors, je vous donne la méthode à suivre. Donc, vous utilisez des annales corrigées, c'est-à-dire des sujets de bac, de commentaires composés, avec la correction. Donc, vous prenez un sujet de commentaires composés, vous suivez toutes les étapes que je vous ai données jusqu'à ce que vous obteniez votre plan détaillé. Ensuite, vous allez comparer la correction du plan détaillé avec celle qui est donnée dans les annales. Alors attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même plan, ça ce n'est pas grave, mais il faut qu'en gros vos analyses rejoignent celles qui sont données dans la correction. Entraînez-vous de cette manière sur au moins 2 commentaires en prenant tout votre temps et ensuite vous en faites un où vous vous donnez 2 heures à 2 heures et quart pour obtenir le plan détaillé. Deuxième chose, vous allez à présent observer les corrigés rédigés. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre de vous faire des fiches de phrases type ou d'expressions type que vous pouvez réutiliser systématiquement dans vos devoirs pour mettre dans l'introduction, dans le développement, dans les transitions, dans la conclusion. Et de la même manière, constituez-vous une liste de synonymes pour varier les tournures et améliorer votre expression écrite. Alors j'ai pris un exemple. Plutôt que de répéter sans arrêt, insister, 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 vous pouvez dire souligner, mettre l'accent sur, mettre en exergue, mettre en lumière. Donc vous faites des fiches comme ça avec des synonymes que vous pouvez utiliser dans votre devoir. Je vous ai marqué, assurez-vous de regarder comment ces mots se construisent. C'est-à-dire que vous faites quand même bien attention à la façon dont on emploie ce mot. Voilà pour ces premiers conseils et on passe au deuxième conseil. Je vais vous demander de reprendre vos commentaires composés de l'année. Vous allez relire vos copies. Je sais, vous détestez ça, mais vraiment, c'est ce qui est le plus utile à mon avis. Donc vous relisez vos copies et vous cherchez à comprendre la raison de vos notes. Vous allez vous demander ce qu'on vous a reproché par rapport à la technique du commentaire. Vous allez regarder si vous avez fait de la paraphrase. Vous allez regarder si vos analyses sont pertinentes ou pas du tout. Si vos analyses permettaient de démontrer quelque chose. Si vos analyses étaient conformes à la technique du commentaire. En fait, ça va vous permettre de voir ce que vous maîtrisez et ce que vous ne maîtrisez pas encore. Et c'est grâce à cela que vous progresserez. Ensuite, vous allez comparer vos commentaires avec les corrections qui ont été faites en classe. Alors, vous allez voir par rapport aux indices du texte, à l'étude du texte et au plan. Et vous allez comparer ça avec tout ce que vous savez désormais. Tout ce que vous avez appris dans cette formation. Ensuite, vous allez relire vos devoirs, mais en vous intéressant plus particulièrement à votre expression écrite. Et vous allez vous poser les questions suivantes. Votre problématique et votre plan apparaissent-ils clairement tout au long de votre copie? Vos explications étaient-elles claires? Alors là, ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous pouvez faire ce travail avec un camarade. Comme ça, cette entraide vous permettra de mieux voir ce qui était clair, ce qui n'était pas clair. Et je vous assure que ce sera vraiment bénéfique. Une fois que vous avez vu les problèmes d'expression dans vos devoirs, vous allez essayer de réécrire les passages qui manquaient vraiment de clarté. Et là, j'ai encore quelques petits conseils. Faites attention aux phrases à rallonge.
Il n'y a que Proust qui sait faire des phrases à rallonge. Nous, on fait des phrases relativement courtes, on va dire 4 lignes maxi. Parce que quand vous faites des phrases trop longues, vous vous perdez vous-même. Il y a un autre point que l'on peut souvent vous reprocher, c'est d'utiliser des expressions très abstraites, qui sont très jolies et qui ne veulent absolument rien dire. Donc, utilisez des mots clairs. Vous pouvez aussi changer tout ce qui est mots passe-partout. Il y a, essayez de varier les tournures, mais aussi les répétitions. Et pour ce faire, vous aurez les listes de mots que je vous ai demandé de dresser juste avant. Alors, je sais que ce travail est pénible et rebutant. Je vous assure que c'est un excellent moyen de progresser. Voilà, et on passe à la dernière étape dans vos révisions. En fait, vous prenez un sujet d'annale au hasard. Ne choisissez pas le thème ou l'objet d'étude qui vous convient le mieux. Et vous ne regardez pas la correction. Et vous vous mettez en situation d'examen. C'est-à-dire que vous avez 4 heures pour faire votre commentaire composé. Vous vous y tenez. Vous faites votre commentaire composé pendant 4 heures. Une fois que vous avez fini, vous allez comparer à la correction, au plan. Et là, vous allez vous demander si votre plan tient la route, même s'il n'est pas tout à fait identique, ce n'est pas grave. Vous allez ensuite regarder si dans votre rédaction, votre plan apparaît suffisamment, si vos explications s'enchaînent bien, si elles sont claires, s'il y a encore des expressions maladroites, si vous répétez certains mots. Tout ceci va vous permettre d'attirer votre attention sur les points que vous devrez particulièrement surveiller le jour de l'examen. Voilà pour tous mes conseils et je vais achever sur une sorte de FAQ, de foire aux questions, où j'ai essayé de recenser toutes les questions qui pourraient vous venir à la fin de cette formation. Donc, la première de ces questions, c'est « Est-ce que je dois étudier tous les mots du texte ?» Bien sûr que non. Vous ne devez étudier que les éléments qui vous paraissent intéressants. Vous ne devez retenir que les analyses qui vont être utiles à votre démonstration. S'il y a un élément qui vous paraît intéressant et que vous n'arrivez pas à l'analyser, vous sentez que c'est intéressant, mais vous n'arrivez vraiment pas à trouver quel est l'effet produit. Oubliez-le. Tant pis, ce n'est pas grave. Il vaut mieux que vous ne perdiez pas de temps, que vous n'inventiez pas quelque chose et que vous continuiez votre commentaire. Deuxième question. Puis-je écrire sur le texte qui m'a été distribué le jour de l'examen? Bien sûr que oui, et ne vous en privez pas. Pendant vos lectures, vous allez utiliser des couleurs, vous allez gribouiller, vous allez marquer en marge. C'est le signe que vous allez vraiment étudier le texte en profondeur. Donc marquez sur le texte tout ce que vous remarquez. Une autre question qui m'est fréquemment posée, comment puis-je concrètement organiser mes brouillons? Alors certains d'entre vous, comme je viens de le dire, marquent tout sur le texte et ne prennent le brouillon que pour établir le plan détaillé. Mais il y en a d'autres qui préfèrent avoir plusieurs brouillons et les organiser de la manière suivante. Donc sur le brouillon numéro 1, ils mettent les éléments issus du paratexte et les impressions de première lecture, ce que nous avons vu en premier lieu. Ensuite, ils prennent un deuxième brouillon où ils vont faire un tableau qui va mentionner tous les indices de la méthode clé, champs lexicaux, énonciation, figure de style. Il va se présenter ainsi. Donc vous allez avoir la citation, le procédé et l'effet produit. Donc la citation, c'est bien entendu les mots, les expressions, les parties de texte. Les procédés, eh bien, ce sont les champs lexicaux, les registres, les pronoms, tout ce que nous avons vu dans cette formation. Et enfin, l'effet produit, c'est-à-dire que systématiquement, on va mettre ce que cela apporte au texte ou ce que cela permet à l'auteur. Ensuite, il y a un troisième brouillon où on met le plan détaillé. Donc, je vous ai montré les deux types de plans détaillés dont je vous ai parlé. Donc, celui où vous avez 2 grands axes avec 3 sous-parties, ou celui qui comprend 3 grands axes avec 2 sous-parties. Et enfin, vous avez le 4e brouillon, où vous allez rédiger l'introduction et la conclusion. Pourquoi sur le même brouillon? Tout simplement parce que comme ça, vous êtes certain que votre conclusion va répondre
à la problématique de départ, que vous ne vous égarez pas. Voilà pour l'organisation de vos brouillons. Enfin, dernière question, comment dois-je organiser mon temps le jour de l'examen? Alors bien sûr, ça dépend de chacun de vous, de votre rythme de travail. Bon, je vais quand même vous donner une base pour que vous ayez une idée de la façon dont vous pouvez organiser votre temps. Donc pour la découverte du sujet, le paratexte, les premières lectures et les questions, moi je dirais 3 quarts d'heure. Ensuite, pour l'étude du texte, la méthode clé, plus le plan détaillé, 1h30 environ. Ensuite, pour rédiger au propre, il n'y a que la conclusion et l'introduction que vous rédigez au brouillon. Il faudra 1h30. Et enfin, vous comptez 1 quart d'heure de relecture. Voilà pour vos 4 heures. Voilà, c'est le moment de nous quitter. J'espère que vous avez tout compris sur le commentaire composé. Si vous avez encore des questions générales, vous pouvez bien entendu me contacter par email, j'y répondrai. Si en revanche vous voulez que je corrige des copies, je ne vais pas vous mentir, je ne le ferai pas puisque cela fait l'objet d'autres formations ou de coaching. On se retrouve sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram et je vous rappelle que vous avez pour l'oral une méthode de grammaire pour gagner des points à l'oral, la méthode TGV, et que vous pouvez aussi vous procurer le carnet de lecture pour réussir pour l'entretien. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère.